Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Pour lancer cette deuxième saison du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Reboulet, qui est le créateur et le dirigeant de Graffito Prévention depuis plus de 20 ans. Graffito Prévention développe des techniques et des outils permettant de faire adhérer et agir chacun et chacune aux démarches sécurité. Faire baisser le nombre d'accidents du travail ou les maladies professionnelles est pour lui une véritable passion. Et c'est cette expérience qu'il nous partage dans cet épisode. Sur ce, je vous laisse écouter mon échange avec Fabrice Reboulet. Bonjour Fabrice, comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup de cet accueil sur le podcast. Bah écoute, ça me fait très plaisir que tu sois présent aujourd'hui. Donc on s'est rencontrés à l'occasion d'une formation que tu nous as donnée pour les préventeurs et moi j'étais très très intéressé de pouvoir discuter un peu plus profondément du sujet de la prévention, mais surtout de la stratégie de prévention avec toi. Donc est-ce que Fabrice, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Mais donc effectivement, on s'est croisés sur une formation de préventeur qui avait lieu sur 2 jours, donc on a eu l'occasion d'approfondir un peu. Donc moi, je suis le fondateur et dirigeant d'une structure qui s'appelle Graffito Prévention. Donc, comme son nom l'indique, on est spécialisé dans le domaine de la prévention des risques. Ça fait plus de 25 ans que j'ai choisi ce métier. Et je suis aussi associé dans une autre structure qui s'appelle WorkSafe, qui travaille aussi dans le monde de la prévention. Et justement, il y a quelque chose que tu nous disais, que tu dis en général, c'est que tu as commencé d'abord à EDF et après tu as créé Graffito Prévention. Qu'est-ce qui passe par la tête de quelqu'un qui est bien dans la Maison Bleue pour créer sa boîte et se lancer à fond dans la prévention comme ça ? Disons que effectivement, j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans l'entreprise EDF. Et j'étais donc salarié sur des chantiers et salarié dans le technique, avec une particularité quand on travaille dans le monde de l'électricité, c'est qu'il y a quand même des règles de sécurité importantes et notamment des risques majeurs à côté de risques finalement qui sont considérés comme bénins. Et c'était assez intéressant parce que j'ai travaillé auprès des équipes et je me suis vite rendu compte que la prévention, c'était un sujet qui était souvent apparenté à une communication de direction. C'était un sujet qui n'avait pas un accueil toujours très positif et au-delà des différences de point de vue quelles qu'elles soient, politiques, de niveau, hiérarchique, etc., je me suis dit c'est dommage que la prévention n'arrive pas à faire consensus et j'ai commencé à travailler sur finalement le plaisir qu'on pouvait donner à intégrer la prévention. Et le métier de la prévention, il est passionnant parce qu'en fait, au-delà de la règle, ce qui est amusant, c'est de voir que quand on communique sur l'envie de se protéger ou le fait que les salariés aient à se protéger, ce fameux salarié ne réagit pas toujours très positivement. Il a plutôt parfois l'impression qu'on le gonfle, qu'on l'embête, qu'on l'ennuie, qu'on le contraint. Et en fait, l'émetteur de la règle, il cherche plutôt à le protéger. Donc c'est un effet assez paradoxal qui m'a toujours passionné. Et ça, c'est de la nature humaine. Et ça, la nature humaine, elle évolue pas au sens des gens qui arrivent sur le marché du travail et dans la vie. On a toujours cette difficile équation à résoudre. Et donc, mon métier, j'aime bien le résumer à un élément essentiel, c'est finalement comment faire aimer la prévention. Voilà, ça c'est ma passion, c'est comment faire aimer la prévention. D'accord. C'est assez, comment dire, c'est une passion qui doit être assez compliquée au jour le jour parce que justement, quand on n'est pas attiré par le domaine ou qu'on le voit comme une contrainte, le voir comme une passion doit être encore plus lointain. Et donc, tu as parlé directement de Graffito Prévention. Dans les recherches que j'ai pu faire pour préparer cette interview, il y avait un terme que j'ai trouvé super réducteur qui disait que vous étiez une boîte de communication spécialisée dans la prévention, mais je crois que Graffito, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Graffito ?
Ah, c'est intéressant parce qu'effectivement, historiquement, on est une agence de communication et d'où le nom Graphito avec la racine du graphisme. Mm. Donc, on est une agence de communication spécialisée en prévention. Il y a eu aussi pendant les 20 premières années de l'histoire de Graphito une agence de com classique. Mais Graphito, effectivement, a développé donc des outils, des affiches, des livrets, la chasse au risque, qui est une marque extrêmement connue qui Mhm. appartient à Graphito et que Graphito a développé. Euh, Graphito a édité 1200 ou 1300 affiches différentes, 450 ou 500 chasses au risque différentes. Des livrets, je ne sais vraiment pas combien on en a sorti, mais c'est des centaines et des centaines de livrets sécurité pour chaque type d'entreprise. Donc oui, l'agence de communication et les outils de communication ont été l'origine et le départ. Ensuite, on a migré vers des outils numériques. Alors à l'époque, c'était des CD-ROM, mais maintenant, c'est des plateformes. Bon, ça, c'est la deuxième activité de Graphito. Tout ce qui va être vidéo, plateforme, accueil sécurité notamment, suivi d'actions managériales, donc tous les outils numériques qui peuvent accompagner la transposition, je dirais, des outils graphiques en version numérique. Troisième grande famille, c'est l'événementiel. Alors l'événementiel, ça a d'abord été en 2004, 2003-2004 du théâtre en entreprise, puis toutes sortes d'ateliers, de jeux, de conférences, et on déploie plus de 450 journées sécurité par an. Et enfin, la formation et le conseil. Donc le conseil, c'est l'analyse stratégique qui va permettre de déployer de façon efficace des actions managériales et beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui de formation. La formation représente 50% de notre activité. 10 000 managers formés chaque année sur des thèmes de type visite sécurité, quart d'heure sécurité, minute sécurité. Voilà, c'est des thèmes les plus vendus, mais aussi des formations de thématiques comme le plein pied, le routier, les risques psychosociaux et des choses comme ça. Donc voilà, Graphito, 35 personnes permanentes, à peu près, si on est en équivalent de tremplin, 35 prestataires, des formateurs, des comédiens, etc. Il y en a une cinquantaine, mais si on ramène à des équivalents de tremplin, ça fait à peu près 35 personnes. D'accord, ça c'est des personnes que vous faites intervenir plus ponctuellement du coup. Voilà, parce que si je prends l'exemple du théâtre, évidemment, on a une vingtaine de comédiens. Si je prends l'exemple des journées sécurité avec des animations d'illustrateurs, etc., voilà, on a chaque fois des profils qui interviennent tout au long de l'année. Donc, on va puiser dans un vivier de personnes qui sont nos équipes. Hein. Les comédiens sont des équipes de graffito, mais bien sûr sont intermittents. D'accord. Et il y a beaucoup de choses moi que j'ai pu découvrir donc de ce que vous faites avec votre chaîne YouTube, avec votre site web. Et la dernière qui m'a marqué, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle. Et ça me permet de parler justement de l'innovation que vous arrivez à, à- à continuer d'impulser dans Graffito. Alors, c'est vrai que l'innovation, c'est aussi le cœur de notre ADN. Inventer, créer, imaginer des solutions, c'est notre métier. Notre client, notre préventeur, il est démuni, il est fatigué, il est parfois épuisé. Il nous appelle, il nous dit j'aimerais faire quelque chose. Et donc notre métier, c'est de trouver des réponses. On est monsieur et madame solution, quoi. On essaye d'apporter avec humilité, bien sûr, mais l'idée, c'est de trouver la solution en lien avec toutes les contraintes qu'aura le préventeur. Alors, la réalité virtuelle, c'est vrai que ce sont des choses qu'on a pu développer avec des partenaires, parce que c'est des outils qui demandent des gros volumes d'activité, c'est des outils qui demandent beaucoup de programmation et de la technicité. Donc, on a transposé, par exemple, les chasses au risque en chasse au risque numérique. Ça, on l'a fait avec Immersive Factory. On a également lancé un camion Escape Game. Donc, les gens sont immergés dans un camion et ils vont devoir résoudre une situation d'accident qui s'est produite. Et ils vont avoir à la fois du fond et du fun. C'est-à-dire qu'on va équilibrer euh, l'apport d'informations entre la prévention, mais aussi de l'émotion, de la résolution de problèmes, un travail en équipe. Et ça, c'est toujours une vraie recherche où on va chercher à ce que le participant à la journée sécurité passe un excellent moment tout en apprenant et tout en découvrant et tout en ancrant des messages prévention. Mais c'est valable aussi lors des formations où on va essayer d'équilibrer, on va équilibrer toujours le fond et le fun, le fond et la forme. Voilà. Donc ensuite, il y a des grands groupes pour lesquels on a pu développer des innovations, comme la Safety Box pour Airbus. Mhm. Donc Airbus a développé dans toute l'Europe des Safety Box avec Graphito
où là, on va avoir l'enchaînement de salles dans lesquelles on va vivre des expériences. On aime bien parler d'expériences, mais chaque salle va répondre à des thématiques de risques spécifiques, plein pied, risque hauteur, etc., etc. Ok. Donc là, c'est plus pour la partie atelier. Et il y a quelque chose que tu as dit au début de cette réponse, c'était à destination des préventeurs. Et en parlant de fond et de forme, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse. C'est donc sur LinkedIn et je pense peut-être sur Twitter aussi, vous faites ce que vous appelez les vies de préventeurs, où vous publiez pardon, des citations de préventeurs qui nous parlent beaucoup dans la réalité de notre métier. Et aussi, vous organisez des journées de Le rendez-vous, préventeurs. ouais, tout Voilà, à le fait. rendez-vous des Tout à préventeurs, fait. pardon. Le J'ai rendez-vous des pas préventeurs, ouais. assisté, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de manière concrète? Qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'on y trouve? Alors ça, c'est né en fait après un salon Préventica. On a été bloqué dans un train avec l'équipe de Graffito et on a été bloqué 4 heures. Et là, sont nés les VDP, vite préventeurs. Donc on était en train de partager tout un tas de phrases, entre guillemets, comme finalement les perles des préventeurs, quoi. Finalement, les choses qu'ils entendent ou bien les choses qu'ils nous disent. Euh, on avait envie de l'appeler parfois les pensées inavouables des préventeurs même. Ou bien voilà, des choses qu'on a envie de partager. Donc ça, c'est né. Ce sont des phrases tout aussi amusantes les unes que les autres. On en a écrit d'abord quelques-unes et puis on a commencé à les publier. Et effectivement, ça a fait boule de neige. Les préventeurs ont répondu. Je crois qu'on est à 200 ou 300 phrases amusantes que les Mhm. préventeurs peuvent entendre et que vous pouvez effectivement découvrir sur les réseaux, Donc, notamment sur notre site, je crois, où elles sont toutes là. donc, un des Et trucs qui puis vous fait le ensuite, on plus est, réagir sur les réseaux, c'est quelque chose que vous avez trouvé parce que vous avez raté un train. Ouais, parce que quand on a raté un train, au lieu de râler, en fait, dans la vie, c'est vrai que c'est plutôt pas mal de le positiver. Donc finalement, quand on a une D'accord. réaction comme celle-là, ben, il en sort à VDP, quoi. Non, mais Euh, c'est très intéressant parce de se que dire que c'est comme ça que c'est arrivé. Mais excuse-moi, vas-y, continue. VDP, c'est pas loin de VDM. Donc VDM, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'était un peu le cas. Donc on l'a appelé VDP. Voilà, il y a une petite référence aussi à cette situation qui était compliquée parce on n'a pas réussi à rentrer le soir même. On a été hébergé. Enfin bon, je te passe les détails de cette soirée. Euh, et donc VDP, c'est vraiment pour partager aussi avec tous les gens avec qui on travaille. Les préventeurs, c'est des gens qu'on côtoie quotidiennement. On est très nombreux à avoir des rendez-vous. On a des rendez-vous tous les jours avec toutes les équipes de graffito, avec des préventeurs, à essayer de récolter des contenus, des problématiques, des situations et à essayer à construire des réponses en fait. On co-construit en permanence des réponses. Alors, le rendez-vous des préventeurs, c'était pour les 20 ans de Graffito, on s'est dit, bah, tiens, au lieu d'inviter tous les préventeurs, parce qu'ils sont basés dans toute la France, en Suisse, en Belgique notamment, majoritairement des pays francophones, euh, on, chez nous à Avignon, parce qu'on est basé à Avignon pour Graffito et le siège, on s'est dit, on va faire le tour de France et on va les inviter à une journée, à un repas sympa, et on va faire des demi-journées où on va parler de prévention. Et ça a eu beaucoup de succès, donc on l'a fait la première année. Et puis, la deuxième année, j'ai croisé Michel Ledoux. Je lui ai dit, tiens, viens, c'est un copain, donc viens avec nous. Et si tu veux, on fait le Tour de France à nouveau. Idem, gros succès. Du coup, on a continué ville après ville avec enfin, on limite à un certain nombre le matin, un certain nombre l'après-midi pour pouvoir justement garder cet échange. Et là aussi, les préventeurs ont beaucoup écrit de VDP. Donc, il y en a pas mal qui émanent aussi de ces rencontres. D'accord. Voilà, Et l'idée, c'est de parler de stratégie prévention, c'est de parler, ok. de répondre à des questions. En fait, les gens peuvent poser leurs questions et on essaye d'y répondre en donnant des clés. En fait, qu'est-ce que c'est que l'exemplarité? Peut-on mettre des sanctions et comment marche le mécanisme de la sanction, etc. Et donc, du coup, c'est une demi-journée avec combien de personnes à peu près? Ce sont à chaque fois des demi-journées, matin ou après-midi, avec un repas pris en commun avec ceux du matin et ceux de l'après-midi. Ça dépend des lieux qu'on loue, mais généralement, on ne va jamais au-delà de 30. Voilà. Ça peut être 20 ou ça peut être 30. Ça dépend des lieux. C'est des petits comités, en fait. Sinon, ça permet vraiment de répondre le plus possible, en tout cas, aux questions précises. Ouais. Et ben alors, du coup, je ne savais pas le nombre total, mais tu trouves que 30 c'est adéquat parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une sorte de nombre limite dans un groupe enfin, avec qui tu veux développer un partage autour d'une dizaine. Et après, au-dessus, il y a toujours des personnes qui se brient d'eux-mêmes avant de pouvoir prendre la parole.
Ah ben alors déjà, il y a deux éléments dans ce que tu es en train de dire. Il y a l'émetteur qui est finalement, si on va parler là de la pédagogie, de la formation, l'émetteur c'est ton stagiaire hein, d'une certaine façon. Et puis tu as les mécanismes pédagogiques pour les mécanismes de groupe. L'émetteur, il varie. Tu vas le rencontrer dans la vie perso d'ailleurs. Tu peux avoir des amis qui, lorsque tu es en tête à tête, quasiment, ils parlent énormément. Et puis dès que tu es dans un groupe de 5, 6, 8 personnes, ne disent plus rien. Donc déjà, à titre personnel, on a des seuils comme ça qu'on ne peut pas franchir. Alors en pédagogie, nous, Graphito, on fait que de la pédagogie active et participative, c'est-à-dire des pédagogies non seulement où le salarié, le participant, le stagiaire, on l'appellera comme on veut, hein, mais participe pas seulement sur des exercices prévus, mais des exercices qu'il va même construire, ou des problématiques personnalisées, c'est-à-dire que là, on devient en pédagogie active. En tous les cas, il y a de la participation et de la prise de parole. Pour qu'il y ait prise de parole, pour qu'il y ait une existence réelle du stagiaire, c'est vrai qu'il faut, s'il y a une interaction avec le formateur, il faut être à 10 personnes maxi. Sinon, c'est très difficile. Ça, c'est pour le cadre des formations managériales notamment, où on veut vraiment qu'il y ait de la participation. Et ça, c'est absolument indispensable dans la progression du salarié qui va participer à ces formations. Toutefois, ça ne nous empêche pas de mettre en place un certain nombre d'événements, et je pense notamment à des événements avec des centaines de personnes, où on va réussir à obtenir une participation. Je prends l'exemple du théâtre forum. Le théâtre forum, c'est un théâtre participatif où on va jouer des scènes et les scènes se terminent mal et les gens de la salle vont interagir. D'accord. Ils vont donner leur avis. Ils vont même venir jusqu'à remplacer des salariés sur scène. Et on a fait des milliers et des milliers de représentations. Et chaque fois, les préventeurs me disent oulala, mais les gens, ils n'oseront pas chez nous. Mais ils osent à chaque fois, en fait, parce que les comédiens sont formés pour ça. Le système est prévu pour ça. Et en fait, il y a un cheminement psychologique qui est amené pour que les gens prennent du plaisir et participent. Et ça marche à tous les coups. Et donc, on peut très bien faire participer dans le cadre du théâtre forum. On peut très bien aussi faire participer dans le cadre de ce qu'on appelle les conférences actives. On met en œuvre énormément de conférences actives. J'ai fait participer 450 personnes en même temps. Ça peut paraître fou, mais typiquement sur le thème de réagir en cas d'écart, sur le thème de construire une stratégie, sur le thème, un certain nombre de thèmes, on donne un exercice, on dit vous le faites avec votre voisin, tout le monde se lève et tout le monde fait l'exercice en même temps. Et ensuite, on va débriefer qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, qu'est-ce qui s'est produit, quels ont été les bénéfices, quelles ont été les limites. Hop, on donne une technique, on refait l'exercice. Donc vous voyez qu'en fait, on arrive à réussir de la participation même à 400, mais c'est une participation qui n'est pas coachée par l'animateur à ce moment-là. D'accord. Ce n'est pas une formation managériale, c'est une formation, c'est une participation que j'appelle moi de la fausse participation, même si l'expression est réelle. Les gens participent, produisent, mais ils ne sont pas coachés. Dans les formations managériales, il y a besoin d'accompagnement et de coaching, donc on ne fait jamais des formations managériales à plus de 10. D'accord. Okay. Sauf dans les comités de direction. Alors, je mets une exception sur le comité de direction où là, on est dans une co-construction de stratégie. Voilà, c'est une case un peu particulière en fait. Bah alors justement, là, je voulais aborder ce point parce que, donc, tu l'as dit, vous êtes loin de faire que de la communication, vous co-construisez aussi la stratégie de prévention avec des codires. Et donc, toi, ton rôle, enfin, toi, tu interviens directement avec des codires. C'est un rôle qui, euh, qui est sûrement évident pour toi, mais je pense qu'il ne l'est pas pour tous, ni pour tous les préventeurs qui vont intervenir des fois auprès de leurs codires, mais pas, enfin, suivant la taille de l'entreprise, pas souvent, et surtout auprès de une ou deux entreprises suivant leur carrière. Et toi, tu le fais auprès de plusieurs entreprises et j'allais dire presque tout le temps, quoi. Comment Toutes ça les se semaines, en passe? effet, ouais. Ouais, voilà. Alors, Donc comment ça se c'est passe vrai pour toi? déjà intervenir auprès d'un comité de direction, ça prend des formes assez variées parce que les comités de direction sont très très différents. Les métiers sont différents. On intervient dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans les services. Quand on intervient sur un codir de La Poste, quand on est sur un codir d'Airbus, de Legrand, je ne sais pas, de Transdev, tout est différent en fait. Les tailles d'entreprise sont différentes, les égaux du coup dans l'entreprise et les organisations sont différentes. Donc un codir n'est pas le même que le codir suivant. On n'est que deux pour l'instant à intervenir sur les codires. On réalise à peu près une centaine d'interventions en codir chaque année. Donc effectivement, on a plutôt pas mal l'habitude de ce type de profil-là.
Et les préventeurs sont souvent démunis et en difficulté. Alors c'est assez normal aussi parce que déjà, on n'a pas du tout la même posture. On est externe et ils sont internes. Hein, d'accord, le préventeur qui intervient auprès de son codir et le consultant n'auront de toute façon, même en disant les mêmes choses, pas les mêmes impacts. C'est ni mieux ni moins bien, c'est totalement complémentaire en fait. Alors notre métier quand on intervient en comité de direction, c'est qu'effectivement, quand on définit une stratégie de prévention, on me demande souvent comment on implique une ligne managériale. Une ligne managériale, on va l'impliquer quand on réussit à donner de l'envie quand même. Hein. Et pour donner de l'envie, ben, généralement, quand même, on va suivre les directives d'une direction. Et cette direction est donnée par la direction. Donc, si la direction décide d'aller vers la prévention un peu plus fort demain qu'aujourd'hui, généralement, pas à pas, l'ensemble de la ligne managériale suit, sous réserve qu'on sache le faire. Donc, tout notre métier, c'est d'aider une direction à embarquer positivement toute sa ligne managériale. Mais ils ne savent pas toujours le faire. Ils sont parfois un peu démunis. Ils ont souvent ce que j'appelle l'intention, hein, la prévention d'intention. Mais après, quand ça bascule à l'action, pas si simple. Donc, il faut basculer de cette prévention d'intention à cette prévention d'action. Et le comité de direction, quand il est justement aidé, quand il est accompagné, quand on lui donne quelques clés simples, on y arrive. Le préventeur en interne, il est souvent les défauts que je peux croiser, et ça je le partage non pas pour porter un jugement, hein, surtout pas, mais plutôt pour aider les préventeurs qui pourraient écouter ce podcast à se dire ah oui mince, je suis peut-être tombé dans ce piège. Souvent les préventeurs internes, ils ont tellement le nez dans le guidon, ce qui est tout à fait normal, qu'ils vont plutôt parler de la problématique technique de tel ou tel point du document unique, d'accord, ou bien de tel ou tel point technique ou tel blocage ou tel détail, entre guillemets, un détail parfois très important, hein, mais qui ne permet pas de monter d'un niveau pour se dire, mais globalement, la stratégie, qu'est-ce que c'est? Comment, par exemple, si on parle des points du document unique, c'est quoi le mécanisme? Comment on traite, comment on accompagne chaque manager à intégrer l'identification dans son document unique des points rouges, là, des points critiques, pour qu'ils les traitent. C'est quoi qu'on leur donne? De tout traiter, etc. Est-ce qu'on suit ça? Comment on le suit? Et à partir du moment où une direction va mettre un intérêt et va porter un intérêt qui ne va pas lui prendre 3 jours par mois, hein, commencer à porter un intérêt, lui donner finalement le périmètre d'intérêt que la direction doit porter, quelques questions, quelques points de suivi, quelques KPI, et ça y est, on a gagné. D'accord? Parce qu'elle se dit, ah ok, suivre les points rouges du document unique, finalement à mon niveau, ça représente cette activité-là, ok, ça je prends, etc., etc. Et c'est valable bien sûr pour les visites sécurité, pour les quarts d'heure sécurité, pour les briefs, pour les accueils, pour les analyses d'accidents. Finalement, c'est quoi le rôle d'une direction? On ne peut pas tout faire. Donc, il faut identifier et les aider à clarifier le rôle qu'ils ont, eux, dans ce système. Et idem, ensuite, comité de direction, puis manager intermédiaire, puis manager de proximité. On descend jusqu'au manager de proximité et puis jusqu'au salarié. Et ça, donc, décline tous ces éléments-là. C'est intéressant du coup cette vision. J'ai quand même une question, c'est je me mets du côté des préventeurs qui sont peut-être des fois en difficulté. Effectivement, on peut focaliser sur une problématique, mais parce qu'elle cristallise aussi pas mal de tensions, que ce soit sociales ou des tensions dans l'entreprise, budgétaires ou autres. Et des fois, même si c'est pas la vision globale, on sait que cette victoire-là sur ce domaine, sur cette problématique d'équipe ou d'entreprise, elle peut nous faire basculer dans une démarche qui sera plus positive. Comment tu, comment tu fais pour passer à quelque chose de plus global, même si la vision, on l'a, c'est clair. Il y a des moments, on a besoin de ces victoires voilà, très spécifiques. Comment tu conseilles un préventeur dans cette situation-là? Ah, bien sûr, alors attention, si la problématique cristallise tous les problèmes, et je dirais, elle est tellement une épine dans le pied, il y a des petites épines, mais il y a une épine dans le pied, c'est très gênant. On peut dire aux gens d'essayer de marcher, mais à un moment donné, quand il y a une épine dans le pied, il faut la traiter, il faut l'enlever. Donc, euh, il ne faut pas juste mélanger la problématique du caillou dans la chaussure et la problématique du chemin qu'on va prendre. C'est ça le débat. Si on se focalise sur le caillou dans la chaussure, on connaît plus, on n'analyse plus quel est le vrai chemin pour arriver vers son but. Donc, les deux sont à traiter, mais c'est pas du tout le même niveau. Et c'est vrai que malgré tout, le préventeur, pris parfois par son
puis surtout par les salariés, par l'exigence de tout ce qui le harcèle quotidiennement, a parfois des difficultés lorsqu'il communique avec son comité de direction à parler du chemin à prendre. Et le comité de direction a envie de lui dire, mais le caillou que tu as dans la chaussure, démerde-toi avec un peu. Hein. Et nous, on a besoin d'un chemin plus clair. Et c'est souvent ça qui pose problème. Le deuxième peut-être piège dans lequel les préventeurs tombent un peu, c'est que quand ils parlent à leur comité de direction, ils parlent plus de technique que de management. Et le comité de direction, ce n'est pas un technicien de la prévention, souvent. Par contre, apporter sa contribution sur le management, ils sont souvent assez capables de le faire. Ils ont même vraiment envie. J'ai rarement vu des comités de direction qui n'avaient pas envie. Quelques-uns, bien sûr, mais c'est assez finalement marginal. Il y a plutôt un manque de savoir-faire, être démuni ou bien prendre le problème par le mauvais pied. J'étais la semaine dernière, vendredi dernier, avec un des dirigeants qui était absolument convaincu qu'il fallait augmenter les sanctions. Et quand on regarde le niveau de culture sécurité qu'ils ont dans leur entreprise, qui est relativement bas, le premier pas qu'il faut faire, c'était sans doute pas le bon chemin. Voilà. Donc, bien sûr, ça doit exister potentiellement, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une structure qui soit mise en place avant de commencer à taper sur la tête des gens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, le simple fait de leur avoir donné une trame, une grille, une forme d'échelle de lecture, une échelle d'évolution dans le temps de la culture sécurité, finalement, hein, des réflexes sécurité, on voit que le dirigeant se sent rassuré, il voit un peu mieux vers où il va. Alors, il ne faut pas oublier une chose. Hein, souvent, je parle bien de prévention par l'action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me bats en permanence contre cette fameuse prévention d'intention. Je ne croise pas de managers qui ont plutôt envie que les collègues se blessent à la fin de l'année. Tous les managers préfèrent que leurs salariés rentrent en bonne santé à la maison. Mais que font-ils concrètement pour ça et est-ce qu'on les a guidés là-dessus? C'est ça la question de fond. Ok, je vois plus clair dans comment t'articules ça et comment tu veux les faire passer à l'action. Et sur un point de vue plus sur ton expérience, est-ce que tu as justement des démarches que tu as co-construites avec tes entreprises clientes qui, malgré beaucoup d'implications ou beaucoup de travail, se sont soit soldées par un échec, soit justement elles n'ont pas du tout été en accord avec ce qui était voulu, et ou peut-être que vous avez dû arrêter le projet tout simplement. Est-ce qu'il y a une expérience de ce type que tu pourrais nous partager? Alors, on n'a pas les réponses à forcément toutes les actions qu'on met en œuvre. C'est-à-dire que parfois, on vient, on intervient, et on n'a malheureusement pas toujours du suivi chez nos clients. Généralement, si véritablement l'implication est réelle et si on a la possibilité d'aller suivre je dirais, les dérives qui se produisent dans les systèmes de management, le système fonctionne. C'est-à-dire qu'une stratégie qui fonctionne, elle doit se débrouiller de faire en sorte que chaque niveau managérial mène des actions. Et on aime bien, nous, donner 3 adjectifs pour mener des actions qui fonctionnent. Ce sont des actions concrètes, visibles et récurrentes. Quand on a des actions concrètes, visibles et récurrentes à chaque niveau, déjà, ça a des chances de fonctionner. Ce n'est pas suffisant, mais ça a des chances de fonctionner. Deuxième paramètre qu'on va donner, c'est qu'une fois qu'on a des actions concrètes, visibles et récurrentes, il faut se poser la question de savoir si ces actions, elles incluent de la participation, elles incluent le fait de pouvoir faire réfléchir le salarié et elles incluent le fait qu'il y ait des techniques d'engagement qui soient associées, c'est-à-dire des progressions mises en œuvre. À partir du moment où j'ai de la participation, c'est-à-dire je peux donner mon avis, je peux râler, je peux dire que c'est pas bien, que c'est bien, et qu'à la fin on dit OK, tout ça on a discuté, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on améliore, et on prend des décisions pas à pas, des petits pas, mais on améliore. Donc ça c'est la deuxième chose, que les actions, visite sécurité, quart d'heure, brief, accueil, analyse d'accident, etc., ce ne sont pas que des éléments sur le technique, parce que combien de fois on voit des quantités de visites sécurité qui sont faites, mais le bilan, c'est quoi? C'est plan d'action technique, 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 ou bien RAS. Quand vous avez ça, c'est mort. La visite, en fait, elle est usée. Les managers, ils sont usés, ils ne savent plus le faire. On doit travailler sur le facteur humain. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas un fantasme. C'est comment je fais en sorte qu'on accompagne les managers pour qu'ils puissent travailler sur le facteur humain et puis qu'ils puissent justement faire changer l'envie et les actes chez l'individu. Le facteur humain, c'est bouger des actes, changer sa façon de faire. C'est ça, travailler sur le facteur humain. Donc, on va
aider les managers à aller vers ça. Et quand on suit tout ça et qu'on peut aller voir les dérives, là, généralement, ça fonctionne à tous les coups. Alors donc, du coup, évidemment, ça ne fonctionne pas à tous les coups quand on estime que, je sais pas moi, il faut travailler que sur une catégorie de managers. Par exemple, on nous dit non, le problème chez nous, ça vient des managers de proximité, donc on fait des formations de managers de proximité, mais sans s'intéresser aux managers d'en dessus. D'accord. Donc là, typiquement, d'entrée, on dit que ça va pas marcher. Hein. Euh, voilà, on connaît aussi les clés de l'échec. Généralement, on les communique au maximum. Maintenant, notre préventeur client, déjà lui, il n'est pas toujours convaincu et je le respecte profondément. Puis il a parfois une direction qui n'est pas convaincue non plus. Et à un moment donné, on essaye toujours de faire le mieux possible dans les conditions qui nous sont données. Et donc, voilà, toujours les meilleures conditions possibles. Voilà. Et comment tu sais finalement que c'est au manager qu'il faut que tu t'adresses? Parce que c'est quelque chose qu'on dit, enfin, que dont on est convaincu pour les gens qui sont dans la prévention et même pour d'autres domaines. Mais finalement, enfin, sur quoi on se base pour être convaincu que c'est eux qu'il faut cibler en priorité? Euh, c'est vrai qu'on le voit, moi j'aime bien dire, le salarié travaille là où il est attendu. C'est une phrase qui est pas complexe en fait. Hein. C'est si mon manager s'intéresse à la prod, moi salarié, je m'intéresse à la prod. En plus, l'avantage de la prod, c'est qu'on va avoir des critères et des KPI très valorisants. On aura produit tant de boîtes, tant de chiffres, enfin, tant de volume de vente dans des magasins. Ça va être tant de disjoncteurs chez le grand, tant de prises, etc. Il y a de la prod qui va être mesurée quotidiennement. Et d'ailleurs, dans les top 5, dans les points 5 minutes qu'on peut faire en début de journée ou dans les points à la semaine ou au mois, on se rend compte que la place de la prod prend un pourcentage du temps de parole qui n'est pas négligeable. Et quand je dis la prod, c'est la qualité de la prod, etc. Donc du coup, forcément, c'est très valorisant pour le salarié. Si la sécurité n'a pas de place, il ne faut pas rêver. Dès qu'il va y avoir un problème, le salarié ira donc au plus vite et pas au plus sûr. C'est normal. J'avais l'exemple d'une restitution d'un diagnostic de culture sécurité que je faisais dans un grand groupe qui fait de l'agroalimentaire. Cette usine de 400 personnes travaillait depuis plus d'un an sur un énorme projet industriel qui était de mettre en place une machine qui devait produire des paquets de nourriture en 24-24. Donc du 1er janvier au 31 décembre, cette machine devait tourner non-stop sans jamais s'arrêter. Et cette machine venait d'être mise en route depuis 2 mois, avec quelques bugs, évidemment, quelques soucis, quelques erreurs, quelques anomalies qui faisaient que les salariés étaient dans des situations à risque. Il était même arrivé quelques accidents sur cette machine. Et les directeurs de cette usine me disent, mais je ne comprends pas que les salariés n'osent pas appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence alors qu'on leur a montré. Et c'est tout à fait intéressant. Je dis, mais comment voulez-vous que ce pauvre salarié, un intérimaire même parfois, ou un CDD, ou un salarié, ou tout en bas de la chaîne, appuie sur ce bouton d'arrêt d'urgence et stoppe un projet d'entreprise de 400 personnes, plus le siège social, plus l'ingénierie, plus les services support, plus tout ce que vous voulez, prennent l'autonomie, l'initiative de stopper un projet d'entreprise et appuie sur ce fameux bouton d'arrêt d'urgence et puisse avoir le courage de stopper toute l'énergie de tout ce monde. C'est forcément pas un salarié qui va faire ça. Il préférera prendre un risque et il préférera se faire manger son doigt et prendre un risque parce que l'enjeu est trop grand. On ne lui a pas montré le chemin. Alors, c'est un exemple un peu flagrant, mais souvent on me dit, par exemple identique, un dirigeant ou un préventeur me dit nos managers de proximité ne sont pas foutus de réagir face à un écart. Je leur dis, mais les managers intermédiaires, leurs chefs, quand ils sont dans l'atelier, ils réagissent en face de tous les écarts. Et souvent, on me répond non, vous me suivez. Donc, il faut bien remettre que le salarié suit son manager, le manager suit son manager du dessus, etc. C'est une chaîne, en fait. Et tant que les dirigeants ne sont pas acteurs de la prévention, et quand je dis acteurs, c'est sur le terrain, par de la visite sécurité de temps en temps. On travaille bien sûr sur l'exemplarité qui doit non pas être, mais progresser. Hein. L'exemplarité, ce n'est pas un état. On n'est pas ou exemplaire ou pas exemplaire. On a un niveau d'exemplarité qu'on doit faire progresser. Le salarié, lui, il ne suivra ça que si le niveau de culture sécurité de son entreprise est bon. Alors, c'est très net, on le sait pourquoi. On le sait parce que quand on a un salarié qui va d'une entreprise à une autre, dans le même secteur d'activité et avec par contre un niveau de culture sécurité très différent, le comportement, comme on dit, hein, on parle du comportement souvent des salariés, mais ce fameux comportement du salarié-là, il va totalement changer d'une entreprise à l'autre.
Il va être dans une petite entreprise de clim. Il va travailler d'une certaine façon parce que le niveau de sécurité peut être très bas. Donc, il ne va pas faire gaffe. Il va arriver dans un grand groupe très structuré, très protégé. Et du jour au lendemain, quasiment, il va changer sa façon de faire. Mhm. Idem d'un salarié qui travaille dans une usine, etc. Donc, le salarié suit la mécanique de groupe qui est insufflée et la culture sécurité qui est insufflée. Donc, on voit bien que finalement, la façon de faire Et pas le unitaire comportement. du salarié, voilà, la façon de faire, j'ai utilisé le mot comportement tout à l'heure parce qu'on est bien dans le travail des comportementalistes, mais je ne l'utilise jamais en communication. Mais la façon de faire donc bien du salarié va changer en fonction effectivement du contexte et des conditions dans lesquelles on va mettre le salarié. Et donc ce contexte et ces conditions, finalement, qui les décide et qui les insuffle, c'est bien la ligne managériale. Mhm. D'accord. Mais merci de l'avoir éclairci parce que je pense que peut-être qu'on reprend pas suffisamment cette notion qui devient un peu évidente peut-être pour tout le monde, mais j'aime bien qu'on s'attaque un peu aux causes Ah, de tout ça ah, et c'est l'occasion de le faire. Oui. elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde parce que bon nombre de préventeurs encore disent oui, mais les salariés, c'est pour eux, ils le veulent eux. Je vois beaucoup de stratégies en place qui ont vocation à développer des mécanismes qu'on nomme vigilance partagée et qui sont mis en place finalement beaucoup trop tôt et on compte sur le salarié pour se surveiller entre eux alors que le manager ne le fait pas avec son équipe. Il ne faut pas rêver, l'interaction entre salariés ne va pas être énorme si le manager n'interagit pas lui-même avec son équipe. Si le manager laisse passer des écarts, ce n'est pas les salariés qui seront là pour les identifier. Et souvent, on pense, parce que ce sont eux qui travaillent, entre guillemets, que ce sont les salariés qui vont le faire. Non, c'est un fantasme. Alors, bien sûr, de temps en temps, vous avez monsieur le sauveur, hein, vous avez dans vos salariés les monsieur sauveurs qui sont géniaux, ceux-là, qui aiment la sécurité, qui aiment les autres. Il y en a quelques-uns qui interagissent, mais ça reste assez marginal. Alors, sauf sur risque majeur, où évidemment, là, face à un risque majeur, en général, on finit par intervenir, mais ça reste à des niveaux assez bas d'intervention, un nombre d'interventions assez peu fréquentes, si on ne met pas en place des stratégies d'abord managériales, puis seulement entre salariés. Ça vient après, en fait. Et d'ailleurs, justement, tu as parlé de la vigilance partagée. C'est un truc auquel moi aussi je me confronte, c'est vouloir mettre un petit peu tout en place en même temps, avoir cette culture sécurité qui est déjà déployée, alors qu'au finalement, on n'a pas dessiné les fondations et exactement là où on voulait aller avant de dire à tout le monde d'être interdépendant. Maintenant, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Enfin, si je fais appel demain à Graffito pour m'aider sur une stratégie comme ça, comment tu, comment tu verrais la chose? Est-ce que c'est déjà trop tard et qu'il faut tout rayer et repartir de zéro ou est-ce qu'il y a toujours Non, jamais. non, ou est-ce il y a une façon de Alors, redresser un peu la barre alors qu'on a voulu tout mettre en même temps? c'est très intéressant. Euh, Déjà, surtout, on raye jamais ce qui a été fait avant parce que ça serait une catastrophe. Nous, on est là pour faire toujours pour mettre en valeur ce qui a été fait. Enfin, généralement, il y a toujours eu du bon sens dans ce qui a été fait avant, et même si ça a été fait trop tôt, même si ça n'a peut-être pas été fait de façon extraordinaire, les gens se sont investis, les gens se sont impliqués, ils ont essayé. Et si on dit c'était nul, on recommence à zéro, on jette la feuille et on repart de feuille blanche, c'est pas du tout bon en fait. Mais souvent, on se rend compte que les gens, ils ont mis de leur bonne volonté. Souvent, ça a d'ailleurs marché un peu au début et ça s'est essoufflé. Donc, on va partir de ça, puis on va faire évoluer les choses. On va transformer, on va ajuster. Et d'ailleurs, quand on a cette communication-là, et les préventeurs et les managers sont ravis. Ils sont ravis parce qu'ils sont usés d'un système qui marche plutôt pas très bien. Alors, si je prends l'exemple des remontées d'anomalies, ça a épuisé énormément d'entreprises parce que ça n'a pas été forcément toujours bien monté. La vigilance partagée, on sait même plus ce que c'est parfois. Il faut aider en fait à restructurer les choses et à le redynamiser. On parle plutôt de redynamisation ou de dynamisation que surtout pas de table rase et on va vous reprogrammer quelque chose et on part à zéro. Ça serait très présomptueux. C'est vrai qu'il y a certains cabinets de conseil qui ont leur méthode, qui arrivent avec leur méthode, on rase tout et on va prendre notre méthode. Bon, c'est pas trop. Enfin, moi, je trouve que c'est assez violent comme approche. Et en plus, c'est un peu dommage parce que dans la plupart des cas, enfin, c'est assez rare qu'on ne trouve pas
plein de qualités et plein d'atouts dans ce que les préventeurs, les dirigeants ont déjà eu l'occasion de mettre en place en amont. Donc on part de ce qui existe. Alors à partir de ce qui existe, c'est comment on met en place de la vigilance partagée, ça dépend du niveau d'où on part. Je ne peux pas donner d'exemple de clients là, mais j'ai passé mes 2 dernières semaines plutôt dans la grande distribution ou dans le retail, dans les magasins, etc. Bon, mais il faut être clair, les niveaux de culture sécurité dans ces milieux-là sont plus bas, par exemple, que dans les milieux de la chimie, dans les milieux comme EDF, par exemple, de l'industrie, du nucléaire, etc. Donc, on peut, pour parler de vigilance partagée telle que EDF, par exemple, là, on parle, non, on ne va pas parler de la même façon. Donc, on va partir du niveau de l'entreprise. Mais si j'interviens dans une entreprise comme celle dans laquelle tu travailles, EDF, là, par contre, on surexploite et on a tellement l'envie d'être loin et d'être poussé que parfois on oublie de s'assurer que l'engagement des managers soit bon et on oublie surtout de les aider à rester engagés et mobilisés. Et on se rend compte que c'est parfois un peu une usure managériale qu'il faut remobiliser et remotiver. Alors, autre point, on parle beaucoup de vigilance partagée. La vigilance partagée, c'est très beau, c'est un joli concept, mais ça se mesure très clairement. C'est finalement la chose suivante, c'est combien de fois le salarié interagit avec son collègue, avec ses collègues, et sur quel niveau de risque. J'aime bien dire que face à une prise de risque mortelle, la plupart des gens interagissent. C'est-à-dire que si ton collègue est proche de prendre un risque mortel, normalement, n'importe quel salarié va agir. Maintenant, est-ce qu'on intervient quand l'autre téléphone en marchant? Est-ce qu'on intervient quand l'autre ne tient pas la rampe? Est-ce qu'on intervient si le chantier de mon collègue est mal rangé? Est-ce que j'interviens si je vois que le collègue roule un peu vite sur le parking? À chaque fois, il y a des niveaux de risque et de prise de risque différents. C'est au préventeur de se poser la question de l'évaluation de la vigilance partagée en fonction de la gravité de la prise de risque. Et puis, combien de fois par semaine c'est fait, en fait. Quand on fait des diagnostics de culture sécurité, que vous dites à un manager quel est votre rôle en sécurité, dans 100% des cas, il vous dit, le manager, mon rôle, c'est d'intervenir quand il y a un problème de sécurité et de faire une remarque. Puis la question suivante, c'est vous êtes intervenu quand pour la dernière fois? Et puis parfois, ils vous disent, oulala, mais c'est rare, c'est 2 fois par mois, une fois par tous les 2 mois. Donc, on se rend compte tout de suite qu'en fait, son rôle principal, c'est d'intervenir, mais en fait, il intervient très, très peu. Voilà, donc là, si le manager, typiquement, n'a pas de vigilance partagée, mécaniquement, les salariés n'auront pas de vigilance partagée. Donc, la question qu'on va se poser pour vous accompagner, c'est de se dire combien de fois le manager intervient face à un écart ou combien de fois il valorise une bonne pratique. Les deux sont très importants, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et donc, si le manager intervient sur les écarts et valorise des bonnes pratiques, hop, on va se rendre compte quand on questionne et quand on analyse, quand on observe les salariés, on va se rendre compte que mécaniquement, ils le font aussi. C'est comme ça que ça se gagne, la vigilance partagée. Bon, bien ensuite, il y a bien sûr des stratégies comme des stratégies BBS, des stratégies top, temps d'observation partagée, qui vont développer vraiment des mécanismes sur la vigilance partagée. D'accord. Et je suis content que tu aies quand même bien précisé qu'il n'y a pas juste la correction de l'écart, mais il y a aussi reconnaître quand il y a des choses qui se passent bien. Et ça, c'est vrai que je pense qu'on oublie souvent de le partager quand on veut créer des cultures justes. C'est vraiment l'équilibre des deux qui est, voilà, ouais. L'équipe des deux est indispensable pour crédibiliser la démarche, je trouve. Mais je te donne un exemple qu'on a pu évaluer. Et moi, je suis toujours subjugué par ça. Et on a fait des mesures il y a quelques temps. On avait un client chez qui on a formé 400 managers. Donc, c'est vrai, quand on a la chance de former comme ça un certain nombre, 300, 400, 500 000 managers au même endroit, j'aime bien en profiter pour essayer de faire des statistiques. Donc, le thème de cette formation chez ce client-là, 400 managers, c'était réagir efficacement en cas d'écart. Donc déjà, il voulait réagir en cas d'écart. Moi, j'ai rajouté le mot efficacement. Réagir efficacement en cas d'écart. Donc, durant la formation, on a posé la question à ces 400 managers, au cours des 15 derniers jours, combien d'entre vous ont réagi face à un écart, d'accord, de sécurité, hein, pas arriver en retard ou mal produire. Et donc, on a eu un certain nombre de réponses qui étaient 70% à peu près. 70% déclarés, c'est totalement déclaratif. Hein. Ces 70%, on nous a dit qu'ils réagissaient en cas d'écart. Mais sur ces 70%, on leur a dit, OK, vous avez réagi en cas d'écart, mais dans le même temps et dans la même durée. Combien sont ceux d'entre vous qui ont aussi valorisé une bonne pratique?
Et là, malheureusement, seulement 2% d'entre eux ont Ah oui. indiqué qu'ils avaient Ouf. valorisé une bonne pratique. Donc, quand tu dis c'est important d'en parler, Ah en ouais. fait, on se rend compte que sur ce truc-là, si on ne met pas des mécanismes, comme on a pu le faire avec 3M, en accompagnant et je dirais en donnant des objectifs de valorisation de bonnes pratiques, en fait, de façon naturelle, les managers ne le font pas. Ouais, c'est Et frappant c'est vrai comme qu'on a pu stat, mettre en ça. place des stratégies. On a pu mettre en place des stratégies où on a dit, bah, une fois par semaine minimum, vous allez sur le terrain et vous valorisez une bonne pratique. Enfin, ça peut paraître fou, mais en fait, ça donne l'habitude. Il y a des managers Mhm. qui ne savent absolument pas le faire. Ah ouais. Il faut les aider, C'est voilà, tout simplement. ok. Bah, très. Bah, merci parce que c'est très intéressant comme expérience là à partager et comme exemple qui montre qu'on a encore, encore du travail, encore Et ouais, on a beaucoup de travail des à faire. Alors, défis. c'est Ouais. marrant parce que la culture française laisse croire que quand on valorise quelque chose, c'est un peu un aveu d'incompétence, un aveu d'échec. Beaucoup de managers ont peur de ça. C'est tout à fait spectaculaire. C'est pas la majorité, hein, mais enfin, c'est pas la majorité. Un bon nombre se dit ouais, mais je vais pas commencer à dire que ça va parce qu'après ils vont croire que. Mais c'est fou, hein, c'est ancré en fait. Hein, c'est une forme d'aveu de faiblesse qui est ressenti par un certain nombre de personnes. Et puis ils vont croire que je me fiche de leur figure, etc. Donc, en fait, les gens ne le font parfois jamais. Mais au passage, c'est comme dans le couple, hein, parfois ne disent jamais je t'aime, voilà, ni à leurs enfants, ni à leurs conjoints. Voilà, c'est Et, comme ça fait partie de la vie. Hein. On et est du différents. coup, oui, effectivement, mais c'est intéressant de voir l'ancrage aussi, parce que c'est quand même un truc que bah, toutes les boîtes qui font le travail, justement, de travailler sur la culture d'une entreprise, s'intéressent à l'ancrage en tant que tel dans la tête des salariés et vraiment dans la création d'une culture. Et finalement, on se rend compte qu'il y a surtout à combattre des fois une culture qui est, elle, déjà présente avant d'essayer d'avancer sur ce qu'on veut communiquer. C'est Ouais, conséquent, alors une quoi. culture présente, il faut toujours partir de la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise, c'est une richesse, c'est une grande richesse. Je pense qu'en s'appuyant sur la culture de l'entreprise, on arrive toujours à retirer des éléments forts et positifs, même quel que soit le niveau. Que quand on travaille pour des entreprises de culture sécurité très très différentes, c'est parfois difficile. Là, j'étais cette semaine dans des niveaux de culture sécurité très bas, avec des pratiques surprenantes, des niveaux de sécurité qui font peur. Mais on n'est pas là pour porter des jugements, on n'est pas là pour faire de l'ingérence, on n'est pas là pour dire aux gens qui sont les derniers des nuls, on est là pour les aider à ce que demain, ça soit chaque fois meilleur qu'aujourd'hui. C'est ça notre métier. On n'est pas là pour tirer sur le dirigeant ou tirer sur le préventeur, mais l'aider à choisir ses priorités. Il est là et il fait souvent comme il peut quand même. Voilà. Et justement, alors, bah alors, t'as créé Graffito Prévention, tu fais du consulting, enfin, voilà, du conseil en prévention. Finalement, et de la formation et beaucoup d'autres choses. Et oui, finalement, pourquoi continuer à à être comme ça sur le terrain, à continuer d'accompagner des codir et à faire de la formation et en même temps diriger des entreprises? Moi, c'est ce qui m'a pas mal surpris dans ton parcours, c'est euh, on voit que quand il y a quelqu'un qui crée une entreprise et qui commence à prendre voilà de, de, de l'importance et que et son entreprise a grossi, il a des salariés, c'est des choses qu'il va déléguer. Mais toi, tu continues de faire ça. Qu'est-ce qui t'anime dans cette volonté-là? Alors oui, c'est tout à fait juste. Après, quand l'entreprise grossit, il s'agit de commencer à faire des choix. Donc, soit on fait le choix de diriger, de gérer, et donc de faire du management de son équipe, soit on a envie de garder une part opérationnelle. C'est très clair que mon choix, il a été de garder opérationnel parce que le métier de la prévention, tel que je le fais, c'est-à-dire je ne suis pas un préventeur au sens de la règle, mais je ne pense pas être totalement ignare quand même en 25 ans de carrière, mais j'aime bien me revendiquer ne sachant rien. Mais aider à ce qu'on aime la prévention, ça me passionne. Euh, Quand notre métier permet de faire baisser significativement le nombre d'accidents chez un client et qu'on voit les bilans d'une année sur l'autre avec le nombre de blessés, le nombre parfois de morts qui a baissé, ouais, ça m'anime profondément. Et le contact avec les managers, le contact avec des comités de direction, en donnant des clés
où les dirigeants se disent mais c'est génial en fait la prévention. Quand tu arrives à apporter ça, tu ancres la prévention dans la tête des managers. Moi, si je donne le compliment qui m'a touché il y a récemment, j'étais dans une conférence du top 100 ou du top 200 d'un grand groupe, donc des managers. Il y avait le directeur industriel qui avait réuni les cadres des 10 usines ou des 15 usines, je ne me rappelle plus très bien. Donc, je fais ma conférence active, les gens produisent, etc. Ça dure 2h30 ou 3 heures, parce qu'il y a beaucoup d'interactions et beaucoup d'exercices. Et puis ensuite, les gens partent sur des ateliers et le directeur industriel vient me voir et il me dit c'était franchement génial parce qu'avec vous, la prévention, c'est pas chiant. Voilà. C'est peut-être cru, mais voilà, c'est mon objectif. Et du coup, derrière, on a continué à travailler avec eux parce que le but, c'est de simplifier finalement la prévention à leur niveau. Se mettre au niveau d'un manager de proximité, lui apporter juste ce dont il a besoin de façon très carrée, très concrète, très opérationnelle pour qu'il prenne du plaisir à partager la prévention. On remonte d'un niveau manager intermédiaire, qu'est-ce qu'il doit faire et comment on l'aide à mener à bien sa stratégie. Le comité de direction, idem, ils n'ont pas besoin de tout savoir. Et j'aime bien. Et du coup, ça valorise considérablement le métier du préventeur qui reste finalement à sa place, dont il est absolument une pierre essentielle du système. On n'est absolument pas en concurrence. On l'aide à avoir une place bien plus belle et bien meilleure. Et souvent, malheureusement, les managers n'ont pas tout bien saisi. Et ils se reposent parfois trop sur le préventeur et pas sur les bonnes choses. C'est donc un mécanisme de rôle qui intervient. Alors moi, je me passionne pour ça, et c'est vrai que j'ai délégué, enfin, quand même, je suis correctement ma boîte, mais j'ai délégué un certain nombre de parties opérationnelles et de management quotidien à des responsables, qui le font d'ailleurs à merveille. Ça permet aussi de ne pas être indispensable. Même sur les CODIR, aujourd'hui, je ne suis pas indispensable, ce qui m'a permis de développer WorkSafe, qui a un très très fort développement, et c'est aussi un grand plaisir d'accompagner des sociétés en développement dans le monde de la prévention. D'accord, merci pour Il y aura peut-être un prochain podcast avec Elsa Aranda que je vous encourage à suivre. Eh ben alors, il faudra qu'on arrive à boucler une date. Je pense qu'il nous manque que ça, là. Et Voilà, mais du coup, alors, on va avec continuer sur plaisir. une partie plus recommandations. Est-ce qu'il y a Ouais. des ouvrages ou voilà, ou des ressources, ça peut être digital aussi, que tu conseilles aux auditeurs? Alors, bon, évidemment, des ressources, il y en a partout. Nous, mon métier, donc, comme je l'ai dit, c'est faire aimer la prévention. On utilise, quand on fait aimer la prévention, plein de leviers. Donc, il y a énormément d'éléments sur la pédagogie active, etc. Et c'est vrai que je suis assez passionné par le monde des techniques d'engagement. Bon, il y a beaucoup de chercheurs dans le monde qui ont travaillé autour de ces éléments-là. On les intègre sans qu'elles soient forcément toujours très visibles dans nos formations et dans nos pédagogies. Mais on a quand même la chance d'avoir en France un des plus grands chercheurs en technique d'engagement qui s'appelle Robert Vincent Joule et Louis Léon Beauvois. Ils ont écrit un bouquin qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'attention des honnêtes gens. Alors, ce n'est pas du tout un bouquin de prévention, mais c'est un livre qui permet de vulgariser, on va dire, la mécanisme des techniques d'engagement. C'est, je dirais, un des bouquins les plus accessibles sur les techniques d'engagement. Et voilà, je le donne souvent comme exemple parce que les échanges prévention, les chasses au risque se terminent par des engagements. J'aime bien dire aux gens, est-ce que votre quart d'heure sécurité a apporté quelque chose? Ils me disent oui, bien sûr, enfin, j'espère, je ne sais pas, parfois je ne crois pas. Alors ils me répondent ce qu'ils veulent, mais c'est ça la question, c'est quand on demande à un manager de mener une action, si cette action n'a pas d'effet, ça sera évident que le manager va lever le pied, il va s'arrêter au bout d'un moment, parce que lui-même se rend compte que ce qu'il fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, l'aider à intégrer des techniques d'engagement, c'est l'aider à intégrer le fait que sa cible de salariés qu'il va sensibiliser va pouvoir intégrer un changement. Parce que technique d'engagement, ça veut dire je décide que je vais changer quelque chose dans ma façon de faire, je vais bouger quelque chose, je vais améliorer quelque chose. Voilà le principal élément fondateur de la prévention. Est-ce qu'on fait les choses mieux demain qu'aujourd'hui? Si c'est pour rien changer, a priori, on aura toujours le même nombre d'accidents si on change rien. Donc, on doit travailler sur le changement, et le changement, c'est les techniques. C'est notamment le technique. Il n'y a pas que ça, hein. Je suis un peu réducteur en disant ça, mais voilà. Donc, petit traité de manipulation À l'attention à des honnêtes l'attention des gens, honnêtes gens. Robert Vincent Joule. Voilà, Je c'est un crois que je l'ai lu best-seller là. de la.
je l'avais lu il y a longtemps et dans la même veine, il y en avait un qui, je pense qu'il a marqué pas mal de gens, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Je pense que tu connais aussi, non? Alors, oui, sachant que je l'utilise. Enfin, alors, voilà, la manipulation a une connotation négative, Oui, mais alors, c'est sachant le qu'en titre est comme ça, prévention, mais c'est pas. voilà, non, Oui. voilà, quand on fait justement, quand on accompagne les préventeurs et qu'ils se rendent compte en fait dans les exercices que oui, on utilise des techniques quoi. Ils disent mais c'est de la Mhm. manipulation. Alors, je dis, ben, ça serait quoi la différence avec la manipulation? Alors, c'est vrai que la manipulation, elle va quand même avoir une fin et un dessin qui va être plus négatif que l'on va le croiser en prévention. Peu de manipulation en prévention. Non, non, bien sûr. Non, mais c'était juste le titre du Voilà. livre qui est vraiment très Oui, oui, tout à fait, intéressant tout à fait. et que Alors, je on recommande, mais est, c'est on pas est de la sur de la science manipulation. sociale pour les deux auteurs, hein, on est sur des auteurs qui travaillent dans les sciences sociales, et effectivement, alors là, il y a pléthore d'ouvrages dans ce domaine-là, hein, Mhm. effectivement. Ça marche. Du coup, le lien sera bien sûr en description. Est-ce qu'il y a des outils digitaux que tu utilises particulièrement dans ton travail de tous les jours? Je ne suis pas un grand fan des outils digitaux personnellement. Nous, on développe, alors c'est vrai, quand on a développé un outil qui me semblait indispensable parce que je me rends compte que dans les entreprises, on a du mal à suivre les actions managériales. Donc, on a développé dans Prevent Line une plateforme qui permet de suivre les actions managériales et dans leur qualité et dans leur quantité. Alors, ça peut paraître bizarre qu'on suive la qualité et la quantité, mais déjà, première chose, est-ce que vos managers savent ce qu'ils ont à faire? S'ils ne savent même pas qu'ils ont des quarts d'heure, des visites, des briefs, des accueils, des analyses d'accidents, ou je ne sais, si ce n'est pas clair, ça ne va pas, ça ne peut pas marcher. Deuxième chose, est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils ne le font pas? Si vous n'arrivez pas à le suivre, ça ne peut pas marcher. Puis s'ils le font, est-ce qu'ils le font bien? Ouais, si je ne sais pas répondre à ces trois questions et si je n'ai pas des outils pour le savoir, je suis mal barré en fait. Donc les outils digitaux en prévention, c'est à mon avis, voilà. Moi, je préconise quand même cette base. Le système de management, est-ce qu'il est suivi? Bon, ça peut être un tableau Excel, c'est juste un peu fastidieux, quoi, un tableau Excel. Donc, on a des plateformes et j'ai fait développer une plateforme qui est utilisée pour ça, en fait. D'accord. C'est un truc interne, du coup. Tu veux dire un outil. Ouais, c'est Ok. Prevent Line, c'est un outil qu'on commercialise. Après, moi, ce que j'utilise surtout des exercices de relations humaines, en fait, hein. Donc, il y a peu, voilà, on a plein de choses à graphito autres, comme la réalité virtuelle, etc. Mais personnellement, ma fibre n'est pas forcément dans cette direction. Ok, très bien. Bah alors on va terminer par les deux petites questions que je pose à chaque épisode. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois évoluer le métier de préventeur? C'est amusant parce que j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait un peu un concours de réponse à cette question, entre guillemets, est-ce que le préventeur est un coach, est-ce que le préventeur est un spécialiste, est-ce que le préventeur, etc. Le préventeur, c'est quand même un métier génial parce que c'est un métier qui a plein de facettes. Et il est vrai qu'on a discuté avec un certain nombre de grands groupes qui m'ont dit, mais nos préventeurs, on a 300, 400 préventeurs, etc. Ils n'auront pas les compétences pour déployer ce que vous préconisez. Parce que nous, évidemment, notre métier, c'est l'accompagnement des managers pour savoir animer, pour savoir convaincre, etc. Alors effectivement, c'est un métier totalement différent que celui de connaître la règle, que celui de savoir répondre à des questions techniques, que de savoir faire un document unique, que de savoir d'avoir une certification MAS. Ce sont des choses radicalement différentes. Mhm. Comment le métier va évoluer? Mais en fait, il est multifacette, ce métier. Et en fait, en fonction des entreprises, on va avoir des attendus différents. Certains préventeurs sont des spécialistes de la norme, de la règle, et on a absolument besoin d'eux. D'autres préventeurs sont des coachs, des gens qui développent de l'énergie, de l'engagement, de l'encouragement. Alors, dans une petite structure, il faut savoir tout faire. Dans une grande, on peut commencer à se spécialiser. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Là, je laisserai les dirigeants faire leur choix, entre guillemets, dans leur stratégie. Euh, Disons qu'une chose est sûre, la réglementation, elle se densifie, elle se complexifie. Donc, on doit avoir des préventeurs très techniques et de plus en plus techniques, en fonction des métiers, bien sûr. Mais l'individu, il n'est pas simple. Et si on n'aide pas le manager à embarquer l'individu, ça ne marche pas non plus. Donc, le préventeur, il doit trouver sa place dans tout ça. Et comme avant, d'ailleurs, hein, je crois qu'il ne peut pas être l'un sans l'autre, c'est-à-dire un bon coach, un bon communicant charismatique et un excellent technicien également, qui connaît les règles, qui connaît les lois, ou en tout cas qui sait aller chercher les infos là où il faut. Bon courage à tous les préventeurs pour trouver les réponses à tout ça.
Mhm. Très bien. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire au jeune Fabrice qui débutait il y a quelques dizaines d'années dans le métier? Ah tiens, j'avais oublié cette question intéressante. Qu'est-ce que je lui dirais? Je pense, écoute toujours plus. C'est vrai qu'il faut beaucoup se nourrir quand on me demande les qualités qu'on doit avoir quand on est dirigeant, mais c'est valable dans la vie en fait. Au-delà bien même du dirigeant, c'est l'équilibre entre la remise en question et la confiance en soi. Euh, et la remise en question, je pense qu'elle se nourrit de l'autre. Et, et en fait, on n'est jamais assez curieux, on n'est jamais assez attentionné et à l'écoute de l'autre. Donc, si je dirais au Fabrice qui redémarre, soit toujours plus à l'écoute, soit toujours plus bienveillant et soit toujours plus attentionné. J'essaye de développer ces trois critères, mais je crois qu'on n'est jamais assez. Voilà, on n'est jamais assez attentionné et attentif, évidemment en interne avec nos équipes et en ce moment avec les épisodes difficiles d'activité qu'on vit en ce moment, puisque Graffito actuellement vit une baisse assez forte d'activité, puisque notre métier c'est quand même de rassembler des salariés, donc je parle là, l'enregistrement se fait juste après Covid, du coup on a une baisse forte d'activité, et ben, c'est vrai qu'il faut être extrêmement bienveillant avec ses équipes, Mhm. il faut être aussi extrêmement bienveillant chaque fois qu'on croise un dirigeant, un client, c'est voilà, c'est vrai qu'il faut les aider, il faut être à leur service à chaque fois et autant que possible et partager son énergie au service des autres. Voilà, donc être toujours plus au service des autres. D'accord. Mais merci beaucoup. Et enfin, ouais, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, où les auditeurs peuvent te retrouver pour continuer la discussion? Alors moi, je vous encourage quand même à suivre la page LinkedIn de Graffito. Mhm. Euh, Évidemment, c'est aussi valable sur Facebook. Mais voilà, je crois que sur LinkedIn, c'est ce qu'il y a de plus actif. Me suivre aussi, mais je crois que LinkedIn et moi, et la page de Graffito et mon LinkedIn sont rebouclés. Nous rencontrer et venir au rendez-vous des préventeurs. Ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec tous nos conseillers en stratégie qui sont partout en France et qui peuvent venir simplement partager, réfléchir, proposer des solutions. Moi, je suis toujours subjugué quand j'ai un client qui intervient et qui me dit, mais vous savez, votre Myriam ou bien Émilie ou Valérie, c'est des filles extraordinaires. J'ai voulu acheter un truc, elles m'ont dit, non, 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 n'achetez pas ça, vous allez voir, on va se trouver moins cher, on va trouver mieux. Je dis oui, c'est comme ça qu'on travaille, quoi. On essaie, enfin, le but, c'est pas de vendre, c'est d'être dans une stratégie qui marche à long terme. Donc, n'hésitez pas à les rencontrer. Peut-être qu'on fera des choses ensemble, peut-être qu'on n'en fera pas. Bien sûr qu'on vit grâce à nos clients, mais la priorité, c'est de voir si vous avez besoin des services de graffito ou pas. Et puis, jamais, 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 on ne fait une vente qui n'est pas pertinente et qui n'est pas de long terme. Et clairement, n'hésitez pas à rencontrer des conseillers en stratégie qui sont méga, méga intègres dans leurs conseils, dans leurs propositions et qui, à mon sens, ont une grande compétence. On investit énormément sur leurs compétences. Donc, la meilleure façon de nous rencontrer, c'est de prendre du temps avec nos conseillers voilà, qu'on accompagne énormément pour leur donner de la compétence, en tout cas le plus de compétences possible. Sachant que malheureusement, on n'en a jamais assez, mais voilà, on essaye de faire au mieux. Et également, t'en as pas parlé, mais il y a le YouTube aussi. Donc, je vous invite à vous abonner au YouTube, au compte YouTube de Graffito, où il y a C'est vrai, c'est comme merci. des petites pastilles. Moi, j'aime bien les formats courts comme Oui, alors ça c'est donne vrai une notion qu'on a très fait intéressante. donc voilà, on a fait des petites vidéos qui s'appellent la minute prévention. Mhm. Alors là, c'est des tout petits trucs. On me pose une question, c'est quoi l'exemplarité, comment réagir en cas d'écart. Voilà, et j'essaie de répondre de façon assez courte. Alors c'est jamais totalement complet, mais voilà, pour aller vite, c'est de 1 à 3 minutes, je crois, un truc comme ça, Mhm. pour aller C'est ça, vite. ouais. Ouais, du coup, je les regarde aussi. Bah écoute, merci beaucoup Fabrice. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à l'épisode et au Ouais, c'est un podcast. plaisir, un grand plaisir. Et puis bonne continuation à toi, parce que ce que tu fais est super. C'est voilà, beaucoup de générosité de ta part de faire ça pour les préventeurs. Donc merci pour nous, et puis merci aux préventeurs qui le suivent. Et si vous êtes préventeur, je vous encourage à parler de ce podcast à tous, à votre entourage. Oui, le bouche à oreille, ça nous aide beaucoup pour les petits Exactement. podcasts. Donc, merci beaucoup, Fabrice. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous
et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!